Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous présenter ce nouvel épisode que j'ai enregistré avec Marilyn, qui est plus connue sur Instagram sous le nom de Un Tour à 5. Vous la connaissez peut-être. Marilyn et sa famille sont actuellement en train de boucler un voyage de 3 ans avec leurs 3 enfants en camping-car. Ils sont sur le continent africain où ils auront passé 2 ans et demi. Ils ont dû faire une petite pause de 6 mois en Europe à cause du Covid. Mais c'est vraiment la découverte du continent africain qui animait cette famille au moment du départ. Et donc ils sont sur la route du retour. Mais après 3 ans de voyage, vous vous en doutez, Marilyn a vraiment un parcours passionnant à partager sur un continent qu'on connaît peu, que les familles voyageuses découvrent peu, mettent peu souvent à leur itinéraire. Donc voilà, on va parler d'Afrique, des différences entre les pays africains, de leur coup de cœur, de la vie à 5 dans un camping-car, de l'accueil qui leur est réservé, de la curiosité qu'ils suscitent. Voilà, j'ai posé beaucoup de questions, malheureusement vous vous en doutez. On n'a pas eu le temps de tout aborder. C'est vrai qu'après une telle expérience, on aurait pu parler pendant des heures en fait avec Marilyn qui a vraiment beaucoup à nous apprendre et qui est vraiment dans le partage de son expérience. Donc c'était vraiment hyper agréable à enregistrer. J'espère que vous le sentirez et que cet épisode va vous plaire, que vous allez apprendre des choses et que comme d'habitude, vous allez voyager en nous écoutant. Je vous laisse avec Marilyn de la famille Un Tour à 5 et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marilyn, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast de Parents Voyageurs. Bonjour. Ça faisait un petit moment déjà qu'on en discutait avec Émilie de la possibilité de t'interviewer. Et donc, moi, je t'ai découvert il y a quelques mois seulement. Donc, j'arrive un peu sur la fin de la bataille d'un grand voyage, d'un grand périple en Afrique qui se termine bientôt. Donc, on va parler un peu de tout ça, de votre famille, de vos projets, de vos voyages. Et donc, traditionnellement, on va commencer cet épisode comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, toi et ta famille ? Oui, tout à fait. Nous sommes une famille de 5 personnes avec 3 enfants. Donc moi, c'est Marilyn, mon mari Renaud et mes 3 enfants. Donc nous avons Elliot qui va avoir 13 ans la semaine prochaine, Louise qui a 11 ans et demi et Martin qui a 9 ans. Et nous sommes partis en voyage longue durée en juin 2019 en direction de l'Afrique. Ok, donc ça va faire 3 ans. C'est ça. Et si je ne me trompe pas, donc le retour en France est prévu pour bientôt. Nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. On ne va pas déjà commencer par le retour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous en êtes venus à faire ce très long voyage itinérant en Afrique ? Alors la décision, elle s'est construite un peu dans la durée. Faut dire que nous sommes, on va dire, des récidivistes en la matière. Renaud et moi, quand on était en couple avant d'avoir des enfants, nous sommes partis en tour du monde en sac à dos tous les deux. Donc 6 mois en Asie, 6 mois en Amérique du Sud. Et donc on a pris goût à cette liberté, à cette façon de voyager dans la durée. Quand je suis rentrée, quand on est rentré en France, j'étais donc enceinte de notre aîné Elliot. Et on s'était dit qu'on repartirait avec les enfants. On savait pas encore quand, ni où, ni comment, mais voilà, c'était une certitude. On le referait pour vivre cette expérience avec des enfants. Il se trouve qu'on a pu partir juste après la naissance de Martin, notre 3e, donc en 2015. On est parti en camping-car, mais vers l'Asie. Donc on a fait 1 an et demi sur la route de la soie et l'Asie du Sud-Est. L'Asie, c'était, on avait pas mal hésité sur la destination. Moi, j'avais déjà envie de venir en Afrique. Renaud trouvait que ça faisait un petit peu
tôt pour les enfants, voilà, avec toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à ce continent. Donc on était partis en Asie et puis donc les enfants étaient petits, hein, Martin avait pas 2 ans, en gros ils avaient 2, 4, 6, un petit peu moins. On est rentré en France, on a retravaillé. Pareil, on s'était dit qu'on repartirait avant que les enfants soient trop grands. On savait pas encore exactement quand et comment ni où. Et puis finalement, on a eu l'opportunité, disons professionnellement. Ça c'est il y a une plage qui était vraiment idéale. Et donc cette fois, on n'a pas négocié, enfin on n'a pas discuté. C'était c'était vraiment l'Afrique parce que c'est un continent qui nous attirait, qui nous effrayait aussi en même temps. C'est immense. Enfin, on se rend même pas compte par rapport aux cartes qu'on peut voir, mais c'est vraiment grand avec une grande diversité de pays. Donc voilà, on est parti pour faire le tour de l'Afrique. Ok. Bon, il y a déjà plusieurs sujets là dans ce que tu viens de dire. Peut-être rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, enfin, qu'est-ce que vous avez comme métier qui vous permet de voyager comme ça sur des longues périodes? Ouais, alors en fait tous les deux on travaille dans de grosses structures Renault et fonctionnaires, donc il peut prendre lui des disponibilités pour élever ses enfants assez facilement du coup. Et moi je travaille dans le domaine des télécoms dans une grosse structure qui après ça s'est bien goupillé. Le tout premier quand on était à deux j'étais auto-entrepreneur. Le deuxième, le voyage en Asie, on était en congé parental puisque Martin n'avait pas 3 ans. Et là, par contre, moi, j'ai dû demander un congé sans solde, tout simplement, qui m'a été validé parce que professionnellement, voilà, c'était le bon moment, donc j'étais sur le point de changer de poste, en gros, dans l'entreprise. Donc finalement, que je change de poste ou que je fasse une pause, ça leur était un petit peu égal. Et initialement, j'avais demandé 2 ans, et puis comme le Covid est arrivé en plein voyage, et puis on l'avait déjà dans la tête l'option de prolonger, on a rajouté une année en cours de route, et alors là, pour le coup, ça a été validé super facilement parce qu'ils avaient d'autres préoccupations. Ouais, ok. Donc voilà. Ok, mais donc ça veut dire que quand vous allez rentrer, vous retrouvez déjà votre, Ouais, alors peut-être pas votre poste exactement, mais en tout cas voilà, votre c'est entreprise, quoi. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Autant on a vendu la maison pour financer là le voyage en Afrique. Celui en Asie était sur nos économies et notre maison était louée. Là, on n'avait plus assez de trésorerie, donc on a vendu la maison. Donc autant il faut qu'on retrouve une maison, tout ça, mais autant les boulots, nous on fait pas partie de ces gens. Voilà, ils ont tout quitté pour voyager. Ouais. Non, nous on retrouve une sécurité là-dessus. Moi, j'ai passé des entretiens. Voilà, alors, j'ai pas mon poste exact, mais de toute façon, ils sont obligés de me reproposer quelque chose dans mon domaine de compétences. Puis là, j'ai trouvé. Moi, je reprends le 1er août, donc ça va arriver vite. Ah oui, Et puis, ça va arriver très vite. lui aussi, là, c'est en train de se concrétiser. Donc, pas de souci là-dessus. Nous, on n'aura pas de difficulté à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est déjà une bonne sécurité et puis enfin en Ouais, fait un stress en moins quoi, parce que ouais, complètement. on se dit souvent qu'il faut avoir des projets au retour pour un peu quand même animer sa vie et puis ne pas retomber dans une certaine morosité et tranquillité après quand même autant de mois et d'années d'aventure quand même. Mm, Mais ça ajoute du stress s'il faut tout reconstruire, trouver une maison, trouver un travail, etc. ouais. Ok. Bon, Et puis on nous, détaillera. on n'était pas parti dans l'optique de fuir une vie qui nous convenait pas, hein. Enfin, Ouais. on aime bien notre vie en France. Nous, moi, je me verrais pas nomade à plein temps. Je pense que ça nous correspondrait pas. Déjà, financièrement, nous, on n'a pas l'organisation pour, hein, en ce moment en tout cas. Donc on pourrait pas faire ça. Et puis moi, j'aime bien le fait de rentrer un peu, puis de partir et de vraiment profiter. Voilà, nous, on travaille pas du tout en voyage, on est vraiment en mode immersion et découverte, quoi. Ouais. Donc en gros, c'est parce que vous aimez ces deux types de vie que vous pouvez, que vous les alternez en fait, si je comprends Ouais, bien. tout à fait, ouais, ouais. Après, je dis pas, hein, si j'avais les moyens, j'arrêterais vraisemblablement de travailler et je voyagerais à temps plein, mais pas en travaillant. Moi, je pense que c'est pas quelque chose Oui. qui me conviendrait ou qui nous conviendrait en tout cas. Ouais. Ok.
Et tu nous as dit aussi dans la présentation un peu là du projet en Afrique que quand les enfants étaient plus jeunes, vous n'aviez pas opté pour l'Afrique à cause un peu des peurs qu'on a sur ce sur ce continent. Tu voulais dire les peurs sanitaires pour des jeunes enfants ou quel genre de crainte vous aviez? Oui, c'était essentiellement ça. Après, c'était difficile à mettre vraiment des mots dessus. C'était plus Renaud justement qui avait ces angoisses-là. Moi, je pars du principe que partir du moment où il y a des enfants partout dans le monde, ça devrait être ok pour qu'il y ait les miens aussi. Mais oui, c'est vrai que en plus Martin, voilà, il avait 18 mois, donc 18 mois, c'est tôt pour prendre des traitements c'est tôt pour la fièvre jaune. Voilà, il y a quand même des risques, tout ce qui est typhoïde, tout ça en Afrique, c'est quand même une réalité. Même si maintenant, une fois que je suis sur place, je me rends compte que ça fait partie de ces de peurs qu'on peut avoir quand on est en Europe chez nous, que la réalité elle existe, mais quand on est voyageur, on y est nettement moins confronté que les populations locales. Donc, le palu, par exemple, on n'est pas exemplaire puisque sur 5, il y en a 2 qui l'ont eu chez nous. Et en l'occurrence, il est très bien soigné si c'est pris rapidement. Et en tant que voyageur, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas pris rapidement finalement. Alors, il y a beaucoup de décès chez les enfants et tout ça dans le palu dans le monde, c'est vrai, mais c'est surtout les gens qui n'ont pas accès aux soins, soit parce qu'ils sont trop reculés, soit parce qu'ils ne vont pas consulter, soit parce qu'ils n'ont pas l'argent pour consulter. Mais en tant que voyageurs, nous, tous les gens qu'on rencontre ici, à la moindre fièvre, il y a des autotests où on va consulter. Là, j'y suis encore allée il y a moins d'un mois dans un dispensaire de Cambrousse. Ils n'ont pas grand-chose, mais pour le palu, ils ont. Voilà, c'est au moins le truc qu'ils peuvent. Donc, c'est beaucoup moins effrayant quand on y est. Moi, mon grand l'a eu. Dans une zone, je pensais même pas qu'il y avait du palu là-bas, donc je suis allée dans le dispensaire sans trop, plus pour checker, pour vérifier et me rassurer que c'était pas le palu, et finalement il s'avérait que c'était le palu. J'ai eu une réaction qui a fait énormément rire le médecin parce que je me disais mais qu'est-ce qu'on fait, c'est l'hôpital, où est-ce qu'il est l'hôpital, est-ce que je dois me faire rapatrier, tout ça. Et le médecin il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit non mais qu'est-ce que vous me racontez, madame? Je vais vous donner les trois petits comprimés et puis et dans 3 jours ça sera parti quoi. Donc et ça a été le cas. Oui. Alors après il était au bout de sa vie. Hein. Il n'a pas mangé pendant 4 jours. Il est déjà pas bien gros donc il a maigri. Mais effectivement après cette grosse fatigue il a recouvré toutes ses forces. À partir du moment où il a remangé ça allait mieux quoi. Ouais. Okay. Et moi, je me voyais déjà, hospitalisation, tout ça. Et finalement, non. Mais vous trouvez facilement, quand vous avez un petit peu des petits pépins de santé, quand même, à consulter? Parce que là, tu nous parles d'un dispensaire de brousse. Vous trouvez facilement Alors, je dirais oui et non. Oui, pour vraiment pour les choses basiques. Il y a dans la plupart des villages, il y a justement pour le palu, parce qu'il y a eu des grosses campagnes pour l'accès aux soins contre le palu qui a eu lieu dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc ça, on trouve. Après, il faut quand même cibler plutôt les grandes villes. Mais nous, vraiment, si je reviens sur nos problèmes de santé en Afrique, on n'a pas eu grand-chose. Hein. On a eu deux palus. Là, moi, j'ai un problème à l'épaule. Je suis allée dans un hôpital là au Sénégal. Je peux voir un orthopédiste, faire une radio, tout ça. Donc oui. Après, je dis pas à l'hôpital où pour le coup, mon mari a été hospitalisé à cause d'un palu qui n'a pas été détecté avant, assez tôt pour le coup. C'était un hôpital, effectivement. Si ça n'avait pas été le palu qu'ils savent traiter, j'aurais hésité à le laisser là. C'est une fracture ouverte ou un truc comme ça, parce que là, les conditions étaient quand même un peu plus roots, on va dire. Mais c'est pour ça qu'on prend des assurances, d'ailleurs. Moi, j'étais en lien avec l'assurance quand Renaud est parti à l'hôpital. Et tout de suite, la personne que j'avais en ligne me disait, écoutez, je prépare le plan du rapatriement au cas où il y ait besoin, et on fait le point demain. Donc je les avais tous les jours.
Et bon, il y a pas eu besoin, donc on n'a pas donné suite. Mais en tout cas, ils étaient là derrière en backup en disant s'il y a le moindre truc, on rapatrie. Oui. Donc, on a des amis qui ont eu un palu aussi assez violent. Je crois que c'était au Mali à l'époque ou au Burkina. Et elle a été rapatriée parce que ça prenait trop de temps et elle récupérait pas, quoi. Ah ouais, ok. Bon, c'est vrai qu'en tant que voyageur français, je pense de surcroît, on a accès en effet à des assurances, etc., qui facilitent un peu le schmilblick, quoi, quand on en a besoin. Et puis bon, je suis C'est partie des avec questions. sa pharmacie, mais finalement pas très, pas si rempli que ça, quoi. Mais voilà, un antibio, enfin le truc de base en cas de souci, quoi. Ah ouais, ok. Donc tu nous disais aussi en présentation, quand je disais qu'il y avait plusieurs sujets déjà interpellants, je reviens encore sur ça. Donc tu nous as dit donc l'Afrique, c'est beaucoup de pays différents et j'insiste un peu sur ça, sur différents. Donc en fait, moi, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent où j'avais interviewé Marine, qui a une agence de voyage sur le Kenya et la Tanzanie. Et en fait, donc, on parlait de l'Afrique et elle dit, mais moi, je peux pas parler de l'Afrique au complet. En fait, je connais qu'une toute petite partie. Et c'est comme on peut pas parler de l'Europe au complet. Enfin, de notre point de vue, l'Europe, c'est évidemment très différent. Et puis, bah, de notre point de vue d'Européens, bah, on a l'Afrique, on a l'Amérique du Sud. Enfin, voilà, on englobe comme ça des zones avec des pays, en fait, et des cultures qui sont tout à fait différentes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être quelques pays? Enfin, j'ai pas trop envie qu'on passe très longtemps sur ce qu'il y a à voir, les différences de culture, etc. Parce que j'aimerais plus me focaliser sur votre ressenti à vous. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu peut-être deux, trois endroits marquants, culture, moments avec des locaux? Oui, tout à fait. Effectivement, l'Afrique, c'est difficile. Moi aussi, je réagis à chaque fois que les gens disent l'Afrique, c'est dangereux, par exemple. Voilà, je dis, mais l'Afrique, c'est Ouais. 54 pays. Ça peut pas être tout dangereux. C'est pas possible. Puis ça veut dire quoi être dangereux? Non, effectivement, alors nous non plus, on n'a pas traversé toute l'Afrique, hein, parce que du coup, je sais plus, je n'ai même pas calculé, mais on doit être à, je sais pas, entre 15, 17, 18 pays, je sais pas. Mais c'est très différent. Vous prenez l'Égypte avec toute la culture qu'il y a derrière, les pyramides et qui s'étend jusqu'au nord du Soudan. Vous avez le Mozambique, par exemple, qui est un pays vraiment à part en Afrique australe. On y parle portugais, des plages de rêve. L'ambiance est totalement différente des pays environnants. La Namibie est à part aussi. C'est vraiment le pays où il y a les paysages les pays d'Afrique qu'on a traversés, qu'on a visités, parmi lesquels les paysages sont vraiment différenciants, vraiment particuliers, vraiment incroyables. Là ici, donc là où nous sommes au Sénégal aujourd'hui, nous on découvre l'Afrique francophone parce que quasiment on a fait 2 ans et demi nous à parler anglais, hein, dans l'Afrique Ouais. anglophone. Donc là c'est encore une autre approche avec des gens extrêmement bienveillants, sympathiques et enthousiastes. Donc après c'est différent de parler de moments parce que je pourrais des anecdotes, j'en ai plein, mais du coup ça pourrait durer des heures. Mais voilà, on a été invité chez des gens, on a suivi des gens, des trucs qu'on ferait jamais en Europe. Les gens qui nous font des queues de poisson, qui nous disent venez chez moi, bah oui, ok, on se pose même pas la question, on les suit, quoi. Ouais. On ferait pas chez nous. Mais ouais, ça c'était au Soudan et on a fini par passer 2 jours, 3 jours même, dans une famille incroyable, dans une famille même dans un quartier parce qu'on allait de maison en maison, tout le monde voulait entre guillemets avoir le plaisir de nous recevoir et nous le plaisir était évidemment partagé. Donc non, l'Afrique c'est vraiment des cultures et des coutumes qui sont très différentes. Après vous avez l'Éthiopie avec toute la partie nord qui est très orthodoxe, on s'attend pas forcément à ça aussi quand on parle de l'Afrique avec un grand A, quoi. Ouais, ouais, en effet. Et d'ailleurs, donc toujours de mon point de vue, hein, d'européenne, française, qui ne bouge que pendant les vacances, comment est-ce que vous êtes accueillis par les gens? Est-ce que là, c'est Euh, assez uniforme à travers les différents pays ou est-ce qu'il y en a aussi qui ont... oh, c'est toujours pareil, c'est comme quand vous allez en Asie, l'accueil est un peu différent si vous êtes en Mongolie ou en Thaïlande ou en Malaisie, mais globalement on est très très bien accueillis, beaucoup de surprises et de curiosité, Ouais, parce que nous on a en plus le double facteur, le véhicule qui lui-même
est un objet de rencontre et de curiosité, et le facteur 3 enfants blondinés qui attire aussi beaucoup les questions et puis les rencontres du coup. Mais on est extrêmement bien accueillis avec, je dirais, un petit plus quand on est dans des régions à majorité musulmane. Je sais pas après si c'est culturel, religieux, moi je rentre pas là-dedans, mais en tout cas, force est de constater nous on a constaté dans nos voyages qu'il y a un accueil vraiment assez exceptionnel quand on est dans des régions musulmanes. Il y a vraiment le souci de l'accueil de l'autre, le respect et le partage et la générosité. Ouais, on l'avait ressenti déjà en Asie et on le ressent à nouveau en Afrique. Et est-ce que vous arrivez à créer des liens avec des populations locales que vous arrivez à entretenir et à maintenir avec le temps ou pas? Ou c'est juste sur le moment, vous partagez des bons moments et puis après, une fois que vous partez, ça reste un peu compliqué de tenir sur la durée quand même. Alors après, on a évidemment les réseaux, on a WhatsApp, tout ça. Mais est-ce que s'envoyer quelques messages, ça s'effiloche, on va dire, au bout d'un moment. Si, on a encore des contacts, nous, quelques-uns, avec 2 familles en Iran, par exemple, avec lesquelles, c'était le précédent voyage, avec lesquelles on avait passé du temps. On a une famille en Afrique du Sud, une famille en Zambie. Je dirais, il y en a quelques-unes, mais ça reste quand même, en tout cas, nous, ce que nous vivons, ça reste quand même des rencontres relativement éphémères. Il y a peu de chances qu'on revoie les gens. Si, au Kenya, parce qu'au Kenya, on était déjà venus, et là, pour le coup, on a revu des gens qu'on avait vus. Donc au Kenya, on est en contact avec plusieurs personnes plusieurs familles depuis plusieurs années. Donc là, oui, il y a un lien, on se tient au courant. Ils nous demandent, puis eux, ils connaissent pas les autres pays d'Afrique. Donc en plus, c'est marrant parce qu'ils nous demandent alors c'est comment tel pays. Ah bon, on parle français au Sénégal, voilà. Et est-ce qu'il y a des lions? Ah bon, non. Voilà. Mais ça reste quand même, c'est ce qui est un petit peu à la fois beau et frustrant, mais ça reste quand même des rencontres assez éphémères. Intenses, mais éphémères. Ouais. Et j'ai vu plusieurs fois, au moins dans les stories, quand vous arrivez dans des villages où il y a des enfants, vous êtes très très vite entourés d'enfants, au moins d'enfants, peut-être d'autres, mais j'ai quelques images en tête que j'avais vues sur ton compte Instagram où c'était beaucoup des enfants. Est-ce que parfois vous vous sentez envahi un peu par la curiosité que vous générez ou pas? Ouais, pas forcément envahi, mais c'est juste que parfois comme dans la vie de tous les jours, je dirais, il y a parfois on a moins envie de discuter et de s'ouvrir, et parfois on trouve ça effectivement un peu pénible, mais c'est assez rare finalement parce que ça reste ça reste des enfants, donc ça on est conscient de ça. On sait qu'ils sont aussi attirés par le fait que nous on est des enfants, donc puisqu'on le voit avec les autres voyageurs, quand c'est des couples, ils sont un peu moins présents. Donc non, je dirais ça dépend, comme dans la vie de tous les jours, ça dépend. La plupart du temps, ça se passe très bien, on discute avec eux, on fait aussi du coup, on fait ce que j'appelle des petits ateliers. C'est pas vraiment des ateliers, mais parfois on sort le tapis, on sort des crayons de couleur, on sort le sac de Lego, on sort des petites cartes noires à gratter, on fait des colliers de perles. Enfin voilà, on fait des petites activités avec eux pour justement pour partager un petit moment avec eux, parce que souvent on parle pas la même langue, parce que généralement, sans faire non plus de généralité encore une fois, mais souvent ils apprennent leur langue locale, dialecte. Et ensuite, ils apprennent alors là, le français au Sénégal, mais d'abord, ils apprennent le diola ou le wolof ou le sérère, enfin, suivant leur ethnie, et le français en second. Et pareil, au Kenya ou en Tanzanie, par exemple, ils apprennent les Maasai, ils apprennent d'abord Maasai, ensuite Swahili, et ensuite anglais, qui est une langue officielle, mais du coup, ils le commencent beaucoup plus tard. Okay. Donc, ils parlent pas très bien anglais. Voilà. Mais donc, non, les enfants, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi... ça dépend leur approche aussi, parce qu'il y a des enfants, mais comme les adultes d'ailleurs, qui viennent plus dans la découverte, la curiosité, parfois plus en mode un petit peu donne-moi quelque chose. Voilà, bon après, ça dépend des jours, on gère les choses différemment. Il n'y a pas de
méthode ou recette particulière. Je pense que c'est vraiment au feeling, suivant le feeling qu'on a avec les gens, le feeling qu'on a en soi-même par rapport à sa propre journée. Voilà. Ouais, tout à fait. Et vos enfants, du coup, sont souvent aussi sur la même longueur d'onde que vous, enfin, assez enthousiastes Pas tout pour... le temps. Non, Non, pas pas tout tout le le temps. temps. Non, et puis pas tout le temps sur la même longueur d'onde entre eux non plus. Nous, sur les trois, globalement, c'est Martin le plus sociable qui va le plus spontanément aller jouer. Donc, c'est le plus jeune, qui C'est a le plus 9 ans. jeune, ouais. Ouais, il avait 6 ans au départ, maintenant il en a 9. C'est lui qui va le plus jouer, voilà, ballon, morceaux de bois, cailloux, enfin, Ouais. tout. Vraiment enfant, finalement. Il reste encore Voilà. un enfant. Les deux plus grands, ils sont un peu plus renfermés. Louise, c'est parce qu'il y a souvent peu de filles. C'est souvent les garçons qui viennent à notre Ouais. rencontre. On est quand même dans des cultures assez machistes, voilà, et donc la place de la femme est un peu particulière quand même. Et il y a peu souvent des petites filles. Donc du coup, Louise est un peu mise pas de côté, mais bon, voilà. Et puis Elliot, c'est plutôt un solitaire qui aime beaucoup lire. Donc voilà, lui, il faut le forcer un petit peu parfois à sortir. Ouais, ok. Dans votre vie de tous les jours, parce que donc là, ça va faire 3 ans que vous êtes sur les routes, donc vous avez quand même, construit une vie quotidienne en fait au fur et à mesure. Hein. C'est pas que du voyage, c'est pas, si c'est que du voyage, mais c'est pas des vacances quoi. C'est la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez une journée type ou pas? On n'a pas vraiment de journée type parce que ça dépend beaucoup de l'endroit où on est. Globalement, on se lève, nous, pas très tôt par rapport à beaucoup de voyageurs qu'on connaît, donc c'est plutôt vers 8h30. On petit déjeune et généralement on fait école, mais pas tout le temps, donc ça dépend aussi de si on a une activité prévue ou pas. Et puis après ça dépend justement s'il y a des choses à faire, à voir, où on est, si on a des courses à faire, remplir de l'eau. Mais non, il n'y a pas vraiment. En tout cas, on fait école que le matin, nous. Si on rate le créneau du matin, on va pas chercher à le caser ailleurs parce que personne n'aime chez nous, ni les élèves, ni la prof. Donc, voilà. Et puis après, non. Après, on essaye d'être posé sur le spot au plus tard vers 17h, 17h30, le temps d'avoir le temps de se poser puis de cuisiner. Donc non, il n'y a vraiment pas de jour qui. Et puis ça dépend du pays. Il y a des pays où il y a finalement pas grand chose à faire, mais c'est des pays qui se vivent. C'est pas pour autant qu'on les a pas aimés, mais je prends la Zambie par exemple. Des fois, les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a à voir en Zambie. Alors, il y a des parcs nationaux, mais nous, on n'en a fait qu'un sur 2 jours. Après, on a adoré une route dans le nord, tout ça, où il y avait des cascades, mais enfin, je viendrai pas forcément de France. Je voudrais pas convaincre les gens que c'est les cascades les plus magnifiques qu'on ait vues, parce que c'est faux. Mais en revanche, la route, les villages, les rencontres, on s'est embourbé. Enfin voilà, nous, ça reste une chouette expérience, parce qu'on a rencontré plein de gens. Mais effectivement, je serais bien en peine de dire, bon, il y a les chutes Victoria, évidemment, mais il n'y a pas grand-chose finalement à voir ou à visiter en Zambie. Mais nous, on a adoré, on y a passé 7 semaines. Mais voilà, c'est ce genre de pays qui se vit, quoi. Ouais, mais du coup, en termes d'expérience ou de journée type, non, parce que mais finalement, faire des courses dans une petite épicerie et galérer à trouver des œufs. Là, la dernière fois, on cherchait des légumes. C'était en Casamance. Et je sais pas, on trouvait pas de légumes. Et on a fait 3 villages et les gens nous disaient, il y a une dame qui vend des légumes, il y a une dame qui vend, allez demander. On cherchait cette dame, on a fait 3 villages, on a fini par la débusquer chez elle et elle nous a sorti son gros panier. Donc ça, si tu veux, c'est dans la catégorie faire ses courses, mais en soi, c'était une expérience qui nous a pris presque 3 heures. Puis c'était drôle parce que après, du coup, elle s'appelait Aminata, je m'en rappelle encore. Du coup, je l'ai saluée comme, je dis, mais Aminata, t'es connue de tous les villages autour. C'était marrant. Elle a voulu nous inviter, tout ça. Enfin, voilà, donc ça, c'est pas inscrit dans une journée type, mais voilà, c'est faire nos courses pour trouver des légumes. Ouais, alors c'est ni dans une journée type, ni dans un guide de voyage finalement. C'est pas quelque chose qu'il y a à faire, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience, voilà. Je pense que c'est plus ça. Il y a moins. Alors, nous qui avons du coup, on peut pas comparer, mais on peut pas s'empêcher de le faire, c'est humain. Si on compare avec d'autres pays ou d'autres continents, il y a moins de choses, je trouve,
à noter dans les guides ou à faire dans pas mal de pays d'Afrique, en Asie. Par exemple, il y a très peu de choses culturelles. Il y a pas, en Asie, vous avez tellement de temples, de pagodes, de mausolées, de je ne sais quoi. Ça peut occuper 10 jours à faire des visites. Là, je vais visiter ça, là, je vais visiter ça. En Afrique, c'est moins le cas. C'est une culture orale beaucoup, c'est une culture nomade. Donc, il y a peu de choses finalement à visiter sur la durée. On ne peut pas se faire un planning de 10 jours vraiment de visite dans certains pays. C'est pas possible, il n'y a pas de choses à visiter. Mais par contre, il y a des expériences qui sont différentes, quoi. Ouais. Bah oui, du coup, est-ce que j'entends, c'est vraiment, c'est des pays qu'il faut visiter en ayant le temps, en étant ouvert aux Oui, après, opportunités de rencontres et tout ça. ça peut se faire aussi en. De toute façon, il faut un peu de temps parce que c'est quand même des pays où c'est pas si simple de visiter et de voyager en autonomie. Alors ça se fait tout à fait, hein, mais c'est un petit peu plus fatigant, on va dire, que les régions comme l'Amérique du Sud ou l'Asie qui sont très adaptées aux backpackers avec des réseaux de bus faciles à identifier, faciles à prendre. Tu peux tout réserver de tes guest house si tu veux, c'est pour pas plus cher. Là ici, t'as pas de guest house de backpacker, t'as pas les bus. Nous on a essayé d'en prendre un, c'était bien compliqué. Alors, on a peut-être plus l'habitude non plus, mais donc déjà, rien que se déplacer, ça prend un petit peu de temps. Mais ça peut quand même se faire en 3 semaines. Il faut juste se dire qu'on n'aura pas un rythme aussi, aussi cadré de visite, en tout cas sur le côté culturel. Parce qu'après, il y a plein de choses à faire, animaux et tout ça, mais il y a moins de culture, d'édifices à visiter, quoi. Même dans les villes, il y a moins de vieux bâtiments. C'est récent finalement comme continent. À la fois c'est récent et c'est très vieux, mais. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu parles de transport. Ça va avec votre camping-car? Vous allez partout? Oh bah partout non, mais on a fait 75, je pense on va boucler les 80 000 kilomètres, donc on passe quand même. Pas mal, ouais. Après, non, nous on a un camping-car classique, donc on n'est pas du tout 4x4, on est trop lourd, on est trop gros et on a un trop gros porte-à-faux. Mais bon, ça passe. Après, on a eu quelques déboires, on s'est ensablé quelques fois, embourbé, notamment en Zambie pendant la saison des pluies. On a dû faire des demi-tours parfois parce que ça devenait impraticable, mais rien de. Voilà, on sait il y a des pistes qu'on peut pas prendre, on se pose pas de questions, on les prend pas, c'est tout. Ouais, ok. Après, Et ça les génère locaux, des. ils ont pas les gens qui habitent ici, ils n'ont pas de 4x4, donc. Ça génère des frustrations chez vous ou pas? D'être un peu bloqué des fois? Non, pas vraiment. Non, le seul pays où on a vraiment senti qu'on passait à côté de la richesse du pays parce qu'on n'avait pas le bon véhicule, c'est le Botswana. Parce que le Botswana, c'est vraiment un pays où le principal point d'intérêt, c'est vraiment la vie sauvage, les animaux et les parcs nationaux. Ouais. Il y a là, pour le coup, vraiment pas grand-chose à faire en dehors des parcs nationaux et les paysages sont même pas très jolis. Enfin, c'est assez monotone, c'est très plat. Mais les parcs ne sont accessibles qu'au 4x4. Et même en dehors des parcs, alors parce que c'est exceptionnel comme pays, hein, il y a des éléphants en dehors des parcs, dans les villes, tout ça. Enfin, c'est une autre planète. Mais nous, on fait beaucoup de camping sauvage. On n'essaie pas du tout aller dans les campsites ou dans les hôtels. Et au Botswana, on avait aussi des difficultés parce que la moindre piste était assez sablonneuse et surtout, les pistes sont vraiment calibrées pour des petits véhicules. Donc nous, avec nos 3 mètres de haut et 2,30 m, on était un peu trop grand, donc il y avait beaucoup de branches, tout ça. Donc voilà, on se retrouvait des fois coincés dans ce qu'on appelle le bush, donc vraiment des buissons épineux. Du coup, les enfants, on leur disait de pas trop sortir parce qu'à chaque fois qu'ils sortaient, ils se plantaient des épines dans le pied, dans les doigts, tout ça, c'était infernal. Donc on y a quand même passé 5 semaines, hein, on est tenace. Mais il y a des jolis coins. Je mets pas tout le pays dans le même panier, mais globalement, on sent qu'on est passé à côté du pays parce qu'on n'a pas pu visiter les parcs nationaux avec notre véhicule et on n'avait pas le budget pour le faire avec des agences parce que là, c'est un tourisme qui privilégie quand même le tourisme de luxe. Ouais. Et donc, dès que tu passes par les locations de 4x4 et tout ça, c'était hors budget pour nous. Donc voilà. Mais sinon, non.
Non, il y a plein de pays où vraiment on a pu en profiter sans problème. Et puis l'Afrique australe, les réseaux routiers sont bien développés. Tout ce qui est Namibie, Afrique du Sud, il y a de quoi vraiment s'amuser, quoi. Oui, c'est pas la brousse en permanence. Non. Et puis alors, Ouais. non, alors surtout pas l'Afrique du Sud. C'est plutôt Ouais. l'Europe teintée d'Afrique, mais ou l'Europe avec des animaux d'Afrique. Voilà, ça c'est Ouais. plutôt l'Afrique. D'accord. Donc non, l'Afrique du Sud, le réseau routier, il est impeccable. Part peut-être en montagne, mais non, et puis on trouve tout. Enfin, en Afrique du Oui. Sud, c'est comme chez nous, hein. Vous avez des maisons magnifiques. Il y a aussi beaucoup de pauvreté, c'est un autre sujet, mais on trouve de tout en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui campent. Il y a des campings d'ailleurs. En Afrique australe, on retrouve des campings, chose qu'on n'avait pas du tout sur la partie quand on a débuté le voyage ou l'Asie par exemple. En Asie, on n'a jamais dormi dans un camping parce que ça n'existe pas. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que le fait de vivre quand même à 5 dans un camping-car sur une telle durée, est-ce que parfois vous n'avez pas un peu des envies de confort, d'espace? Ah, si, des envies de meurtre même. Ah. Mais, c'est pas... Donc j'allais dire, et est-ce que vous assouvissez ces envies? Donc peut-être pas les envies de meurtre, mais les envies de confort et d'espace. Est-ce que parfois vous laissez le camping-car sur le parking d'un hôtel et vous faites 3-4 jours en hôtel, par exemple? Non, ça étonnamment, non. Enfin étonnamment, non, c'est vrai qu'on le fait pas. On l'a fait juste pour aller à Zanzibar, mais parce que voilà, c'était quand même plus simple de laisser le camping-car sur le continent que d'aller sur l'île. Mais sinon, non. Alors confort, pas vraiment, parce que finalement, on se sent vraiment bien chez nous. On ressent pas le besoin d'avoir plus. Après, la promiscuité, ouais, au bout d'un moment, parfois c'est un petit peu pénible. Mais c'est pas tant finalement, c'est pas tant le lieu, c'est plus le fait par exemple, on apprécie beaucoup de rencontrer d'autres personnes et notamment des voyageurs et des familles avec enfants. Parce que du coup, nos enfants partent jouer avec les leurs et on souffle vraiment, quoi. C'est-à-dire que nous, on a des discussions d'adultes sans avoir, parce que sinon, c'est difficile d'avoir des discussions d'adultes, on a nos enfants toujours dans les pattes. Ouais. Donc, mais non, sinon, on ressent pas ce besoin-là. Nous, on l'a rarement fait. Je crois même qu'on l'a pas fait d'aller du tout, d'aller à l'hôtel comme ça en laissant le camping-car garé. Bon, après, on est un peu près de nos sous aussi, nous. Donc, je me dis, on se dit toujours, c'est un peu gâché de dépenser 30 balles dans un hôtel alors qu'on a nos lits et qu'on peut dépenser ces sous-là dans une activité ou ailleurs. Donc, ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous. Je vais pas trop parler de budget, mais je pense que c'est en effet un sujet qui peut intéresser les voyageurs aussi. Mais tu le détailles pas mal sur ton blog. Je mettrai les références parce que ton blog, il est quand même assez complet. Tu dois passer quand même pas mal de temps à le rédiger. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque pays, il y a un petit bilan et avec un point budget aussi. Et du coup, parce que c'est vrai que le budget... c'est difficile d'en parler de manière universelle, en fait, ça dépend vraiment des envies de chacun, de la manière de vivre, etc. Donc, on pourrait faire le même voyage que vous et dépenser peut-être 3 fois plus, et peut-être moins également. Et donc, c'est intéressant, j'encourage vraiment tous les gens qui sont intéressés par la découverte des pays d'Afrique à aller sur ton blog parce que du coup, en fonction de ce que vous avez fait, tu expliques le budget et puis ça permet de se projeter par rapport à chacun, quoi. Donc, moi j'aime bien être transparente là-dessus parce que j'ai pas de tabou, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais après, j'insiste vraiment sur le fait que voilà, il faut voir la façon de voyager. Exactement. Parce que effectivement, ça entre en compte, quoi. Ouais, bien sûr. Acheter pour les courses, là où on dort, le fait de faire du camping sauvage ou pas, le fait de visiter ou pas. On connaît des gens qui sont absolument pas intéressés de visiter les must-see entre guillemets des pays, par exemple. Ça les intéresse pas. Eux, ils veulent juste être auprès de la population. Donc du coup, ils ont des dépenses encore très restreintes, parce qu'à partir du moment où tu enlèves toutes les activités touristiques et que tu restes 2 mois dans le même village, alors c'est une expérience incroyable, hein, mais du coup c'est pas la même chose en fait. Donc c'est pas la même chose. Après, vous n'avez pas le même budget. Ça dépend aussi du nombre d'enfants, ça dépend en effet si tu fais les parcs au Botswana en louant le 4x4, tout de suite ton budget on prend un coup, quoi. Ouais, exactement. Alors que nous, on s'était dit, c'est pas grave, on fait pas de parc ni au Botswana, ni au Kenya, ni en Tanzanie, parce que c'est des parcs qui sont très élevés. Et par contre, on s'est bien rattrapé là où ils étaient moins chers, Namibie,
Afrique du Sud, Zambie aussi, Ouganda un petit peu. Voilà. Mais oui, le budget, j'essaie de mettre des infos. Bah, c'est toujours, moi j'en cherchais quand je préparais un petit peu, au moins pour se donner. Alors après, je cherchais pas vraiment dans le détail, mais c'est surtout l'enveloppe budgétaire, quoi, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre et on se demande toujours, bon, combien je dois prévoir pour voyager tant de mois à tel endroit, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, donc quand tu dis l'enveloppe pour voyager tant de mois, mais il se trouve qu'il y a un an, vous avez décidé d'ajouter une année supplémentaire à votre voyage. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé là à ce moment-là? Bah, on s'est senti un peu. Nous, on aurait voulu faire le tour de l'Afrique, vraiment. C'est-à-dire, on a commencé par la partie est, donc on a descendu toute l'Afrique, et on aurait souhaité remonter par l'ouest. Donc déjà, avant de partir, on se disait 2 ans, ça va être un peu court parce que y a quand même beaucoup de pays. Mais bon, garder espoir que c'était faisable. Et puis là, donc nous on est parti avant le Covid, hein, et donc le Covid est arrivé, il a quand même franchement chamboulé nos plans. On est rentré, on a voyagé 6 mois, enfin on a racheté un véhicule, on a voyagé 6 mois en Scandinavie, donc on a adoré, mais c'était pas le sens qu'on voulait donner à notre voyage. Et on s'est un peu senti floué et du coup, voilà, on s'est dit qu'on rajoutait une année avec l'espoir d'arriver à boucler ce tour d'Afrique. Malheureusement, en Afrique de l'Ouest, les pays sont restés. Autant ça s'est ouvert en Afrique australe et Afrique de l'Est, on va dire courant fin 2020, on va dire. Les frontières terrestres. Autant l'Afrique de l'Ouest, là, la plupart sont en train de rouvrir maintenant ou depuis le début de l'année, donc on n'a pas pu faire le tour. Et puis, plus on voyage, plus on prend le temps aussi. Ça, on s'en rend compte vraiment. Il y a eu un seul pays où on a eu un visa de 30 jours, c'était le Mozambique, et on était tout perdu parce que il a fallu qu'on fasse des itinéraires, des plannings pour tenir les 30 jours, et c'est plus du tout la façon de voyager qui nous correspond, quoi. Ouais. Donc, là, on prépare absolument rien, on est à 2 jours, 3 jours, donc voilà, on a le temps, quoi. Donc on profite de ce luxe. Et vos enfants, dans tout ça, comment ils vivent cette expérience qui est quand même très longue? Est-ce que pour eux, du coup, c'est leur vie et c'est comme ça? Ou est-ce qu'ils attendent de rentrer? Enfin, quel est leur sentiment par rapport à cette expérience? Je dirais un peu des deux. C'est surtout leur vie et c'est comme ça, donc ils se posent pas trop de questions finalement. Ils n'étaient pas ravis qu'on rajoute la 3e année parce que ils avaient bien envie de revoir les copains, la famille, parfois la nourriture française, des relations plus sur du long terme, avoir un peu plus d'espace personnel chacun d'entre eux. Mais là que le retour se rapproche, par exemple, je leur ai reposé la question il n'y a pas longtemps. C'est pareil, c'est encore la même ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont envie de rentrer pour voir les copains, tout ça, mais ils sont un peu inquiets de reprendre l'école 5 jours par semaine, 6 heures ou 7 heures, je sais même pas. Ouais, c'est ça, avec des règles et des contraintes horaires. Avec des règles, d'avoir moins de temps libre. Donc, mais globalement, ils se posent quand même beaucoup moins de questions que nous, quoi. Ils sont vraiment dans l'instant présent, c'est des enfants, quoi. Ouais. Donc, ils n'ont pas trop de... Ils le vivent bien, ça va, je pense que... Je sais pas ce qu'ils en retireront, j'espère qu'ils en retireront quelque chose sur leur vie, leur construction de vie, mais on verra. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'ils vont en retirer quelque chose. Après quoi, ça, c'est peut-être difficile à savoir, mais c'est sûr que ça marque parce que c'est pas juste une découverte sur un temps de vacances limité. Même quand il y a, par exemple, il y a une autre famille qu'on interviewe, qu'on suit dans leur construction de voyage, donc on a fait plusieurs interviews. Bon, eux, ils sont profs tous les deux et donc ils partent tous les étés, ils partent 2 mois. Bon, c'est quand même pas pareil de partir même 2 mois chaque année que de partir sur une période de 3 ans. Enfin, et en plus, j'imagine, pour Martin, c'est énorme le temps passé sur sa vie en voyage parce qu'il a aussi déjà fait 18 mois.
alors qu'il a Ah bah, 9 c'est ans. simple, Bah voilà, il a passé la il a moitié de 10 sa ans vie et en il va faire la camping-car, en moitié de sa vie. voyage. Voilà, Ouais. c'est ça, ouais. Martin, il aura fait la moitié de sa vie. Je voulais calculer les jours là pour m'amuser. Ouais. Parce qu'on ne doit pas être loin de 50%, ouais, effectivement. Oui, donc pour moi, c'est sûr qu'ils vont en retirer quelque chose. C'est évident que ça les marque, mais après, Oui, comment ça va se matérialiser dans leur vie future, ça c'est sûr que enfin voilà, nul ne le sait pour le moment. c'est ça. On verra bien. Et tu disais que eux se posent beaucoup moins de questions. Donc je suppose que c'est par rapport à vous, les parents. Dans quel état d'esprit vous êtes là à quelques semaines du retour? Puisque donc tu nous dis le 1er août, tu retournes au travail. C'est dans Ouais, 2 mois, quasiment jour ouais, pour jour au merci. moment où on enregistre. Je veux pas te foutre un coup au moral, mais quand même 2 mois, c'est pas très Ouais, long. ouais, merci de le verbaliser comme ça. C'est dans 2 mois, effectivement. Non, mais ça va. Après, la petite inquiétude, c'est que donc c'est pas notre premier retour déjà. Donc Ouais, ça, je pense que ça nous aide. En revanche, les 2 premières fois, on avait, surtout la première où je suis revenue enceinte, du coup, on avait forcément le projet suivant qui était tout prêt, hein. ouais, Euh, Là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On sait, parce qu'on arrive dans un âge où on sait qu'on va pas repartir tout de suite. Et professionnellement, moi, ça sera plus compliqué. Et puis, les enfants, Elliot va avoir 13 ans la semaine prochaine. Si on professionnellement, si je peux repartir, c'est pas avant 5 ou 6 ans. Donc, je sais pas, ça va être compliqué là dans les âges, les fins d'études, début d'études, voilà. Donc là, on est un peu dans plutôt un tunnel. On pourra pas repartir, on n'aura pas de fenêtre pour partir vraiment sur de la durée. Donc je sais pas. En même temps, on rachètera certainement une maison, donc on va se lancer là-dedans. Donc on se pose pas énormément de questions. On essaye de pas encore trop y penser. On a hâte de revoir nos proches. Voilà, moi j'ai une petite nièce qui est née que je connais pas, une autre nièce et un neveu qui nous ont vu qu'une fois. Enfin voilà, donc on a ouais. hâte de voir la famille et les amis, de reprendre aussi un petit peu d'indépendance par rapport à nos enfants, c'est-à-dire de les laisser chez les uns, chez les autres, et puis nous retrouver à deux, voire seuls, ça va faire du bien aussi. Mais pour l'instant, encore pas de nostalgie. J'ai du mal à me dire que que ça se termine. Mais en même temps, je peux pas être négative. On en a super profité. C'était, 3 ans, c'est pas mal déjà. C'est Et on sait qu'on extraordinaire, repartira. Marilyn. Et qu'on repartira pas. Ouais. On sait qu'on repartira. Après, je me dis, vraisemblablement, ça sera quand tous les enfants seront bien installés dans leurs études supérieures. Mais donc, ça sera une pause un petit peu plus longue que les précédentes. Mais on repartira, c'est sûr. On se projette déjà sur un véhicule plus petit, à deux. Enfin, Ouais. on y a trop pris goût. C'est pas possible de revenir en arrière, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et j'imagine que votre famille, quand même, doit être super contente de vous revoir et de vous voir rentrer. Est-ce que vous avez eu des visites pendant votre Alors, voyage? le Covid a peu simplifié les choses, mais oui, Ouais, on a eu des visites. Il y a Renaud a une petite sœur, enfin une sœur qui est plus jeune que lui, qui est venue nous voir 3 fois en l'occurrence, puisqu'elle est venue en 2019 en Éthiopie, en 2020 sur Zanzibar et en 2021 elle est venue nous voir en Afrique du Sud. Donc ça c'est top. En plus elle dort ouais. avec nous puisqu'on a de la place pour l'accueillir. Donc c'est vraiment super souple, super facile. En gros, elle vient quand elle veut. On lui dit, voilà, c'est open. Mhm. Et ensuite, mes parents devaient venir en Tanzanie en avril 2020. Évidemment, c'est passé à la trappe. Et ils sont venus en Afrique du Sud au mois de janvier, là. Voilà, ils sont venus 3 semaines. Donc là, par contre, ils louaient des guest house ou des Airbnb et on faisait les trajets ensemble. Ouais. Mais c'était super, ouais. C'est super parce qu'en plus, on a l'impression de les accueillir chez nous sans être chez nous, quoi. Mhm. Parce qu'en plus, ça faisait plusieurs mois déjà qu'on était en Afrique du Sud. Il y a certaines choses qu'on avait déjà visitées sans eux, qu'on a revisitées avec eux. Donc, on avait l'impression de les accueillir chez nous, de leur faire découvrir notre environnement. C'est sympa, ouais. Mais Ouais, du ça coup, devait être super chouette. on a eu que ces 2 visites-là, alors que peut-être on aurait pu. Il y a la tante de Renaud qui voulait venir aussi, qui était venue sur notre précédent voyage. Mais là, bon, c'était un peu plus compliqué avec la Mais, pandémie. ouais, exactement. C'est vrai que ça a beaucoup Et pour nous compliqué. aussi, beaucoup plus compliqué de prévoir. Parce que Ouais. souvent, les gens veulent prévoir, et je peux comprendre, hein, donc à part la petite sœur de Renaud, mais sinon, les gens vont nous demander plusieurs mois à l'avance. Vous serez où aux vacances d'avril, par Et ouais. exemple? Ah,
Déjà que c'est dur en temps normal, mais avec la pandémie, c'était juste impossible de répondre à ces questions parce que ça fluctuait tellement les ouvertures, les conditions que même nous, on savait pas des fois d'une semaine sur l'autre ce qu'on allait faire. Qu'est-ce que vous allez faire là sur les 2 prochains mois? Est-ce que vous avez une date de retour fixe ou On n'a pas de... l'idée c'est d'y non, être le 31 juillet? Alors un petit peu plus tôt quand même parce que on aimerait bien prendre un peu des vacances. Ouais, non, mais Euh, c'est vrai que le voyage comme ça, ce n'est pas des vacances quoi. C'est non, la c'est vie ça, quotidienne. c'est ça. Donc non, bah là ça commence à se caler un peu le programme, c'est-à-dire on doit être à Dakar la semaine prochaine parce qu'on a fait renouveler le passeport de Louise qui est arrivé à expiration. Et puis ensuite on va prendre la route du nord qui va monter sur la Mauritanie. Je pense qu'on va passer rapidement la Mauritanie parce que d'une part là pour le coup sans être 4x4 on va être assez limité et en plus on a peur qu'il fasse très très chaud. Ouais. Euh, Et ensuite, bah, du coup, on va quitter le Sénégal, on sera autour du 4-5 juin. Et après, on va remonter le Maroc en faisant quelques visites parce que c'est un pays qu'on aime bien. Mais l'idée, c'est de revenir, je pense, entre le 5 et le 10 juillet, que ça me laisse 3 semaines, moi, pour me retourner un peu, profiter des parents et des familles. Moi, j'irai sur Marseille toute seule dans un premier temps, et puis les enfants nous rejoindront. Les Renault me rejoindront fin août avant la rentrée, quoi. Eux, ils profiteront un petit peu plus de la famille. Vous avez déjà commencé une recherche de logement? Ouais, c'est fait déjà. Ça y est, on a trouvé. Ouais, on s'y est pris un peu en avance. Bah déjà parce que je voulais inscrire les enfants aux écoles, donc ça, je m'en occupe la semaine prochaine. Et donc pour ça, il nous fallait un logement. Et puis je me suis dit qu'on partait pas gagnant dans les recherches de location sans pouvoir présenter de fiche de paye ou quoi que ce soit. Donc finalement, on a trouvé dans notre réseau de familles de voyageurs, il y a une famille qui habite Vitrolles, donc nous on travaille sur Marseille. Donc une famille qui habite Vitrolles et qui part pour un an au mois de juillet. Donc on leur loue leur maison pendant un an, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ça nous laisse le temps de nous retourner. Du coup, eux ont des locataires sympas et fiables. Donc, voilà, on a signé le bail par électronique la semaine dernière. Donc ça c'est fait. Inscription Bon. école, je m'en occupe là. Le boulot, moi c'est fait. Renault, c'est en train de se faire. Ça va, on n'est pas trop mal. Ouais, vous êtes pas mal, je trouve. Ouais, Et ouais, ouais. juste, je vois l'heure qui défile et on va devoir bientôt conclure, mais juste un petit point sur l'école. Comment ça se passe pour les réinscriptions? Est-ce qu'ils vont devoir passer des petits tests pour voir s'ils peuvent rejoindre leur niveau d'âge ou pas? Une idée. Pour l'instant, ils m'en ont pas parlé, donc j'en ai évidemment pas parlé. Non, généralement, c'est à la discrétion du chef d'établissement. Nous, en étant à l'étranger, on est censé ne pas être soumis au cadre de l'instruction en famille, donc de Ouais. l'IEF. Où là, en l'occurrence, quand les enfants quittent le cadre de l'IEF, ils doivent avoir ce test. Mais ces tests-là, ils sont organisés. C'est souvent fin mai dans les académies. Donc j'en sais rien du tout comment ça va se passer. Là, j'ai pris juste les premiers contacts. Pour l'instant, ils m'ont demandé d'envoyer les pièces justificatives et sans rien de plus. Donc, Les pièces je vais. justificatives, c'est Ouais, administratif, quoi, les cartes ouais, ouais, d'identité, des trucs comme oui, ça. oui, tout à Ouais. fait. Ouais, ouais, c'est carnet de vaccination, voilà, ce genre de choses. Ouais. Donc, moi, je vais certainement pas leur demander quoi que ce soit parce que je trouve ça un peu stressant pour les enfants, mais Ouais. et puis pour moi aussi. Mais on verra bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, l'école, c'est un sujet hyper intéressant. Tu as écrit, ou alors c'est en story à la une sur Instagram. Enfin, il y a pas mal d'infos qui sont disponibles sur votre expérience Ouais. déjà à ce sujet-là. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais c'est évidemment hyper intéressant comme sujet. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Je sais pas, est-ce que tu aurais envie de dire une anecdote, un truc qui vous a plu, ou alors, je sais pas, un petit bilan de ces 3 ans, quelque chose plutôt sur l'avenir Non, pour je sais pas, conclure. c'est difficile comme question. Non, plutôt d'essayer. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais encourager les personnes qui voudraient, et les familles en particulier, qui voudraient venir en Afrique, mais qui ont peur pour tout un tas de raisons, de sauter le pas, parce que quand on est dedans, c'est beaucoup moins effrayant que l'image qu'on peut en avoir quand on est en Europe, quoi. Même les cartes qui font peur avec du rouge partout, là, du ministère des Affaires étrangères.
Je dis pas qu'il n'y a pas de danger, hein, attention, je suis pas non plus, c'est pas le monde des bisounours, et oui, il y a des zones où j'irai pas, et il est hors de question que j'amène mes enfants, mais finalement, il y en a très peu, et elles sont très localisées, et elles sont très connues. Et parfois, il y a des zones, qu'est-ce que je peux citer? Par exemple, la frontière entre le Kenya et l'Éthiopie, bon, je parle pas de la partie guerre en Éthiopie, mais structurellement, ça fait des années qu'elle est indiquée en rouge au ministère des Affaires étrangères. Donc, ça veut dire formellement déconseillé, le rouge. Hein. Ça veut dire qu'ils veulent pas qu'on y aille. Quand on se renseigne sur le pourquoi du comment du rouge, en fait, c'est parce qu'effectivement, il y a des conflits, on va dire, agro-pastoraux sur la gestion des ressources entre les différentes ethnies, et que régulièrement, ils se combattent les uns les autres. Mais en tant que voyageur, je dirais, encore une fois, il faut prendre des précautions, mais en se renseignant suffisamment à l'avance dans les villages quand on arrive dans la zone tendue, on peut savoir si c'est calme ou si c'est un peu agité. Et à ce moment-là, on agit en conséquence. Mais c'est pas une zone où il y a un risque, nous, en tant que voyageurs. On sera pas pris pour cible. On peut, si on est, être un dommage collatéral, entre guillemets, où là, bon, ben, c'est pas de bol. Mais justement, ça, non, mais on l'évite en se renseignant énormément auprès des locaux. C'est les locaux qui savent si c'est bon en ce moment où nous, on s'est renseigné. Ils nous disent, oh non, mais c'est bon, depuis qu'ils ont fait la nouvelle route, c'est calme, par exemple. Donc là, il n'y a pas de risque. En revanche, il y a des zones dans le Sahel ou tout ça où le fait d'être occidental, là, ça pose un souci de sécurité. Donc là, on n'y va pas. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc l'Afrique qui fait peur, parce qu'on s'en est pris des remarques sur on n'ira pas vous chercher, c'est nos militaires qui vont payer de leur vie pour aller vous récupérer. Mais calmez-vous, les gars, on va pas se mettre en danger. Ces zones-là, je dis pas qu'il n'y a pas de voyageurs qui vont pas, mais c'est plus les voyageurs, des gros baroudeurs de l'extrême, on va dire, qui vont aller au Tchad, au Niger, ou des choses comme ça. Mais il y a largement de quoi s'amuser dans des zones super safe dans je sais pas, 20-30 pays d'Afrique sans problème, quoi. Oui, ça laisse quand même de quoi faire, en fait. Ça laisse largement de quoi faire. Ça laisse largement, le temps d'occuper 2 ans et demi, parce qu'on a quand même fait du coup 6 mois en Scandinavie sur les 3 ans. Mais moi j'aimerais contribuer en tout cas à dédramatiser un peu le côté Afrique, ça fait peur. Parce que l'Afrique, c'est parfois fatigant, c'est parfois agaçant, c'est parfois frustrant. Mais là encore, je fais des généralités, hein. Mais c'est aussi déstabilisant, c'est aussi addictif. On vit des choses qu'on vivra jamais ailleurs. La faune, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même juste exceptionnel. Je pense que mes enfants, ils se rendent pas compte d'avoir vu des lions, des léopards, des félins, des éléphants, tout ça dans leur milieu naturel en toute simplicité. C'est quand même des moments dingues pour parents et pour enfants, quoi. Donc, c'est absolument extraordinaire, en effet. Voilà, si je pouvais juste, moi, convaincre 1 ou 2 familles de tenter l'aventure en Afrique, je serais vraiment contente, parce que il y a beaucoup de pays qui méritent d'être découverts et qui souffrent parfois d'une mauvaise réputation, ou qui ne voient qu'un certain type de touristes aussi, et c'est dommage, quoi. Les pays ont beaucoup à offrir. Ah ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Marilyn. En tout cas, moi, comme à chaque fois, je dois dire, après un épisode de podcast, quand je discute avec une famille de voyageurs qui vit une aventure que moi je n'ai même jamais touché du doigt, et pourtant on en a fait des voyages. Je suis prête à partir là. Donc j'ai déjà commencé la lecture de ton blog. Non, franchement, en effet, j'en suis convaincue. Moi, je suis déjà convaincue que l'Afrique a vraiment beaucoup à offrir aux voyageurs, aux familles, et qu'il ne faut pas en avoir peur. Même si on part avec un petit sentiment de crainte, c'est également fascinant, quoi. Et donc c'est sûr qu'il faut aller voir. Exactement. On t'attend, on est au Sénégal, là, sur une plage. Ça va. Oui, je dois dire que d'un point de vue calendrier, je crains que vous ne soyez rentrés avant qu'on puisse venir. Mais bon, je ne connais pas Marseille, donc tu vois, oui, c'était possible. C'est aussi exotique.
Bon, en tout cas, Marilyn, vraiment un grand merci. Merci à toute ta tribu aussi d'avoir joué le jeu et d'avoir laissé l'environnement calme pendant qu'on discutait. Et voilà, écoute, je vous souhaite une bonne continuation. Profitez bien des dernières semaines et puis du retour en France, des retrouvailles avec votre famille et vos amis. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Oui, bonne journée à toi. Merci infiniment. Un immense merci à Marilyn d'avoir pris le temps de partager son expérience avec nous, de ce voyage assez quand même fabuleux. Pour elle, c'en est devenu presque normal, mais c'est quand même une expérience, si ce n'est extraordinaire, du moins atypique, de voyager en famille pendant 3 ans en camping-car, dont 2 ans et demi sur le continent africain. C'est pas des itinéraires qu'on voit tous les jours. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez voyagé en nous écoutant. Je vous encourage vivement, si l'Afrique vous intéresse, à aller sur le blog que Marilyn met à jour très régulièrement. C'est vraiment une mine d'informations et vous retrouverez l'adresse dans les notes de l'épisode. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Nous sommes toujours sur Tipeee si le cœur vous en dit pour soutenir notre travail avec quelques euros. Émilie vous retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode et moi je vous retrouve fin juin en compagnie d'Émilie et de plusieurs invités pour fêter ensemble la 100e de Parents Voyageurs. Allez, à très vite!